Hello everyone. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je veux d'abord souligner le fait que plus tôt ce matin, la ministre Gould a annoncé une nouvelle contribution à l'appui de l'Alliance du vaccin, Gavi, et de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio. Ces organismes distribuent des vaccins aux plus vulnérables à travers le monde et sauvent des millions de vies. Plus récemment, Gavi aide aussi les pays en développement à répondre aux éclosions de maladies comme la COVID-19. Une fois qu'on aura trouvé un vaccin, Gavi va aider à le distribuer à ceux qui en ont besoin. C'est une bonne nouvelle parce que dans notre monde interconnecté, pour mettre fin à la pandémie au Canada, il faut mettre fin à la pandémie partout. Before we get into things, I want to note that earlier this morning, Minister Gould announced a significant contribution to the Vaccine Initiative, Gavi, the Vaccine Alliance, Gavi, and the Global Polio Eradication Initiative. These organizations deliver vaccines to some of the world's most vulnerable, saving millions of lives. Most recently, Gavi is also helping developing countries build capacity to respond to disease outbreaks like COVID-19. Once a COVID-19 vaccine is available, Gavi will help get it to the people who need it. And that will keep us all safer. Because in our interconnected world, to end this pandemic for good in Canada, we have to end it everywhere. Comme on le sait trop bien, les dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour nos aînés et leurs familles. Nos parents et nos grands-parents sont plus à risque d'attraper la COVID-19 et d'en subir les conséquences les plus sévères. D'un bout à l'autre du pays, ce sont les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées qui ont été les plus durement touchés par la pandémie, exposant les failles d'un système qui doit être renforcé. Mais les défis que pose la pandémie pour les personnes âgées ne se limite pas juste à ce qui se passe dans les résidences ou les CHSLD. Le confinement pèse lourd sur les aînés d'un bout à l'autre du pays. Ils passent beaucoup de temps seuls, séparés de leur famille. Et puisqu'ils doivent éviter de sortir le plus possible, ils ne peuvent pas utiliser le transport en commun. Ils comptent sur des services de livraison pour faire leurs courses et souvent, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas profiter des soldes en magasin. C'est dur autant sur le moral que sur les finances. Donc, aujourd'hui, notre gouvernement annonce des mesures pour aider nos aînés à traverser la crise. D'abord, si vous touchez la sécurité de la vieillesse, vous allez recevoir 300 $ de plus pour aider avec les coûts que vous avez dû assumer à cause de la COVID-19. À l'échelle du pays, on parle de près de 7 millions de personnes qui vont recevoir plus d'argent au cours des prochaines semaines. Pour aider les aînés les plus vulnérables, nous allons aussi accorder 200 $ de plus à tous ceux qui sont admissibles au supplément de revenus garanti. Ça veut dire que si vous recevez et la sécurité de la vieillesse et un supplément de revenus garanti, vous allez recevoir 500 $ de plus. Notre gouvernement va aussi accorder 20 millions de dollars de plus au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. On avait apporté des changements au programme il y a quelques semaines pour permettre aux organismes affiliés d'adapter leurs services aux réalités de la pandémie et d'aider les personnes âgées à rester en contact avec leur famille. On investit donc à nouveau dans le programme pour offrir plus d'activités, contrer l'isolement des aînés et améliorer leur qualité de vie. Today, our government is announcing new measures to support seniors during this pandemic. First, if you're receiving old age security, you will get an additional $300 to offset some of the extra costs you've had to cover because of the virus. This means that across the country, almost 7 million seniors will get help that they need. And to better support the most vulnerable seniors, we will also give an extra $200 to people who are eligible for the Guaranteed Income Supplement. So if you're receiving both OAS and GIS, you will get an additional $500 in total to help you. Our government is also investing an additional $20 million in the New Horizons for Seniors program.
A few weeks ago, we boosted funding so that organizations could provide delivery services and help seniors stay in touch with family during the pandemic. So we're making another investment today to create more programs to help isolated seniors and improve their quality of life. Now, there's no question that COVID-19 has been taking its toll on seniors both emotionally and financially. And with today's announcement, our government is taking action to alleviate some of the stress they may be feeling. But there's a lot more work to be done, not only to find short-term fixes, but long-term solutions. COVID-19 has exposed some uncomfortable truths about our society, including how we care for seniors in Canada. We've seen heartbreaking tragedies in long-term care facilities and nursing homes right across the country. Overworked staff, understaffed residences, grieving families. There are serious underlying challenges facing these facilities, and in the coming months, the federal government will be there to help the provinces find lasting solutions. Depuis le début de la crise, on a été témoin de scènes déchirantes dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées à travers le pays. Des préposés débordés, des résidences surchargées, des familles endeuillées. Ces établissements sont confrontés à des défis importants et au cours des prochains mois, le gouvernement fédéral sera présent pour aider les provinces à les relever. Every Canadian, no matter where they live or what they do, has a role to play in supporting our seniors during this pandemic. It starts with following public health recommendations. You know the drill: staying home, washing our hands, and keeping a safe distance from others when we go out. That's how we can protect the physical health of our parents and grandparents during this pandemic, but let's not forget about their mental health. A lot of people, especially single seniors, are feeling really lonely right now. So call your grandparents, ask them how their day is going, how they're doing, and how you can help. Consider writing a letter or a postcard to isolated seniors, or volunteer with a local organization to fight the isolation of seniors. We need to be there for those who have built this country for the rest of us, and that's what Canadians will continue to do. And together, we will get through this. Merci. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone for questions. One question, one follow-up. Over to you, operator. Thank you. Merci. First question, Raymond Filion, TVA. À vous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Au sujet de l'aide aux aînés, d'abord, les montants que vous annoncez aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce que certains groupes réclamaient. Fédération de l'âge d'or au Québec demandait notamment des hausses mensuelles. Est-ce que c'est le mieux que votre gouvernement pouvait faire? 2,5 milliards quand on compare aux 9 milliards annoncés récemment pour les étudiants. Depuis le début de cette pandémie, on savait que nos aînés sont les plus vulnérables à l'impact de la COVID-19. C'est pour ça que nous avons pris tellement de mesures en tant que société pour essayer de protéger nos parents, nos grands-parents, en restant chez nous, en empêchant que la COVID se répande à travers le pays. En même temps, on a pris des mesures concrètes, de l'aide via Centraide, de l'aide via un retour sur les taxes, sur la TPS, qui a aidé énormément d'aînés. Et aujourd'hui, on prend une étape de plus pour aider ces aînés qui vivent beaucoup d'anxiété et des coûts supplémentaires. Mais effectivement, depuis le début, on s'est concentré sur ceux qui ont perdu leurs revenus, comme les travailleurs qui ont perdu leur emploi ou les étudiants qui ne vont pas avoir d'emploi d'été pour pouvoir subvenir à leurs frais de scolarité l'année prochaine. Mais comme vous le voyez, nous allons être là pour tout le monde en société qui en ont besoin pour pouvoir passer à travers cette crise. C'est ce que les Canadiens font. On est là les uns pour les autres et ça continue aujourd'hui. From the very beginning, we recognized that seniors are particularly vulnerable to COVID-19 as a disease. That's why in our exhortations to make sure that everyone stayed home, we often talked about the need to protect our parents and grandparents by slowing the spread of the virus, by keeping people safe.
At the same time, we did move forward on direct measures to support most vulnerable seniors through organizations like the United Way, and the GST return that was increased is going to help significantly a large number of seniors. But today, we're announcing more help because we recognize that every week seniors are out of pocket a little bit more for costs of filling medication prescriptions more frequently, or delivery costs for groceries, or other things that they're challenged with, which is why we're stepping up on sending seniors the help they need. Mr. Viray. Au sujet des CHSLD, vous en avez parlé dans votre allocution. Il y a M. Singh du NPD en fin de semaine qui proposait de fermer les centres privés, les nationaliser. Est-ce que c'est une solution que vous envisagez, vous aussi, ou qu'est-ce que vous voyez comme solution pour ce drame qu'on voit dans les centres pour personnes âgées? Seulement transférer de l'argent aux provinces, ou vous voyez un rôle plus actif pour le fédéral? D'abord, c'est pas au fédéral d'avoir la solution pour les CHSLD. On reconnaît le leadership et le champ de compétences des provinces, mais nous allons être là pour accompagner, pour aider les provinces dans les solutions qu'ils vont devoir regarder. Je pense que les Canadiens, d'un bout à l'autre de ce pays, se posent des questions sur comment on s'occupe de nos aînés et vont demander que dans les mois et les années à venir, il y a des améliorations. Ce sera aux provinces de déterminer, mais le gouvernement fédéral sera là pour appuyer, pour accompagner, pour aider les provinces dans l'aide qu'ils vont offrir, les changements qu'ils vont amener. Operator, prochaine question. Thank you. Merci. Next question, Lee Berthiaume, the Canadian Press. Line open. Yes, Prime Minister. Thanks for talking to us today. The Deputy Prime Minister suggested yesterday that traffic between the U.S. and Canada is bound to increase as states and provinces reopen. What specifically is the government planning to do to deal with an increase in inbound traffic from the U.S., considering the risk of infection? We're going to continue to be very careful about vectors of infection into Canada. That means continuing with restrictions on international travel. At the same time, we have brought in measures that means anyone coming into Canada, returning residents particularly, will need to self-isolate for 2 weeks. We are looking at stronger measures to make sure that we're following up appropriately on people come over, because as we know, as economic activity starts to ramp up, as restrictions get loosened across countries, it is likely that we see a few more people either returning home or a few more people trying to cross the border. We need to make sure that the measures that we're bringing forward are going to keep Canadians safe. Follow-up, please. And given the recovery challenges that lie ahead, is now the time to ensure that all Canadians, especially non-salaried workers, have access to affordable childcare? I think one of the things that we've seen, particularly when many of the very first jobs lost during this crisis were ones held by women, disproportionately held by women. The need for childcare has never been made clearer. That's why we will continue to work with provinces and municipalities on ensuring that there are affordable childcare spaces across the country. As a government, over the past 5 years, we've made significant investments in childcare, and we will continue to do that. It is a responsibility that we share with the provinces, and we will continue to work with them to ensure that they are able to deliver the kind of childcare that is needed for our society. Okay. Nous reconnaissons à quel point les centres de petite enfance et les garderies sont essentiels pour pouvoir permettre aux gens de travailler. Le fait que dès le début de cette pandémie, il y a énormément de femmes qui ont perdu leur emploi veut dire que parce que quand on va vouloir rouvrir, il va falloir qu'on s'assure qu'il y a assez de place dans les garderies, les CPE. Nous avons été là depuis le début de notre mandat, il y a 5 ans, pour investir, pour aider les provinces à livrer des services de garde. Et nous allons continuer d'être là pour entretenir ces conversations avec les provinces et avancer pour s'assurer qu'on a un meilleur système de garderie à travers le pays. Merci. Prochaine question, operator. Thank you. Merci. Next question, Bill Curry, the Globe and Mail. Line open.
Good morning, Prime Minister. Your announcement yesterday, your government's big business loan program will require companies to produce reports on how their actions contribute to national climate change goals. The initial reaction from oil and the gas sector was that most large energy companies are already producing reports like this. So is this just a matter of asking companies to maintain their existing level of climate reporting, or are you asking them to do something beyond that? And if so, what would that look like? Yeah, as you pointed out, there are many companies in the energy sector that are already taking seriously the need to plan for the longer term, to plan for reducing emissions and fighting climate change, but not all of them. And that's why we needed to make sure that as we move forward on support for large companies across, large employers across all sectors, that they are also in all sectors, not just in the energy sector, thinking about the challenges that climate change will pose to their company and to their future, and have a response for it. And again, on the loan program, it's clear that large companies that have been convicted of tax evasion don't qualify. But yesterday in your comments, you went further and you said that the government will watch for, quote, aggressive tax avoidance. So what does that mean in practice? Will this rule out companies that use offshore tax havens? I think Canadians expect that if we're going to be putting taxpayer dollars, public money towards supporting these companies, that they be paying their fair share of taxes. We recognize that companies have often very complex ways of managing and structuring their revenue and their portfolios. But if they want to apply for the large enterprise emergency financing facility, they are going to have to demonstrate a level of transparency that shows how they organize their structures, so we can make determinations around whether they are indeed paying their fair share of taxes before we put in Canadian money. Nous reconnaissons que beaucoup de grandes compagnies utilisent différentes structures pour minimiser les impôts qu'ils doivent payer, mais les Canadiens s'attendent à ce que les gens qui vont recevoir de l'argent du public aient payé leur juste part d'impôts. Donc, nous exigeons un niveau d'ouverture et de transparence de ces compagnies pour démontrer qu'ils ont effectivement payé leur juste part d'impôts et qu'ils n'utilisent pas des méthodes ou des moyens pour éviter de payer leur juste part d'impôts. Et nous allons nous assurer que s'ils vont recevoir de l'argent du public, ils font leur contribution adéquate à cet argent public. Thank you. And we'll take one more question from the phone. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Trudeau. Vous avez annoncé successivement de l'aide financière pour les travailleurs, pour les PME, pour les familles aussi avec la bonification de l'allocation canadienne pour enfants. Il y a eu les étudiants ensuite, hier les grandes entreprises. Comment expliquez-vous aujourd'hui aux aînés qu'ils arrivent au bas de cette longue liste? Au contraire, depuis les débuts, on pense à nos aînés. On a reconnu qu'ils étaient les plus vulnérables à la COVID-19 par leur état de santé, par leur âge. Et c'est pour ça qu'on a pris dès le début des mesures pour les protéger, que ce soit d'encourager les gens de rester chez eux, de ne pas aller voir leurs grands-parents, de s'assurer qu'on est en train de les aider par des organismes comme Centraide, de leur donner plus d'argent au moyen du retour de la TPS. Nous avons pris des mesures significatives pour aider les aînés. En même temps, aujourd'hui, nous en faisons une étape de plus. Nous allons envoyer un chèque de 300 $ à presque 7 millions d'aînés à travers le pays, avec un bonus de 200 $ pour tout le monde qui se retrouve sur le supplément de revenu garanti, parce que c'est nos aînés les plus vulnérables. Il faut appuyer tous les différents secteurs de l'économie. On a reconnu que dès le début, ceux qui ont perdu leurs revenus, perdu leur chèque de paye, les étudiants qui ne vont pas avoir d'emploi d'été à partir du début mai, avaient besoin d'aide immédiate. Mais maintenant, on est content de pouvoir aider les aînés qui ont des dépenses additionnelles depuis plusieurs semaines et qui vont continuer. Suivi? Sur un autre sujet maintenant concernant la frontière entre le Canada et les États-Unis, on présume qu'il y a des discussions en ce moment
concernant la réouverture, en fait, la renégociation de l'entente qui a été conclue au moins jusqu'au 21 mai. Mais puisque ultimement le Canada est souverain en cette matière, la question demeure, voulez-vous, oui ou non, rouvrir la frontière le 21 mai? Comme vous avez vu depuis le début, les conversations avec les États-Unis sont extrêmement importantes pour assurer non seulement des restrictions, mais pour permettre à ce que les biens et services essentiels qui continuent d'être encore plus essentiels dans l'ère de la COVID-19 continuent. C'est pour ça qu'on est en négociation et en conversation constante avec les États-Unis sur l'enjeu des frontières et sur d'autres enjeux partagés. Et je peux vous souligner que ces conversations sont toujours extrêmement positives et constructives. Bonjour, M. Trudeau. Christian Noël de Radio-Canada. Les personnes âgées sont parmi les plus vulnérables. Ils font face à une augmentation de coûts qui ne peuvent pas nécessairement trouver une façon de les diminuer. Là, vous leur donnez un paiement unique d'un maximum de 500 $, donc il y en a qui vont recevoir moins. Pourquoi est-ce que vous pensez que 500 $ dans votre cœur, c'est suffisant pour les aînés? On reconnaît qu'il y a énormément de gens qui ont perdu leur source de revenus pendant cette pandémie. Ils ont perdu leur chèque de paye. Des étudiants ne vont pas avoir leur emploi d'été. Des travailleurs ne vont pas pouvoir faire l'argent sur lequel ils comptaient pour payer leurs épiceries, pour payer leur loyer. Les aînés sont en général pas dans une situation où ils perdent leurs revenus, mais ils font face à certains coûts additionnels, en plus d'un niveau de stress et de préoccupation à cause de la santé, de leur santé et de leur vulnérabilité à la COVID-19. Et c'est pour ça qu'on reconnaît que de leur donner de l'aide supplémentaire va faire une grosse différence. On va envoyer 300 $ à tous les aînés qui qualifient pour la sécurité de vieillesse, avec 200 $ de plus pour ceux qui reçoivent le supplément de revenu garanti. Donc, je me mets à la place d'une personne âgée qui, là, va recevoir 500 $ peut-être au maximum. Si ça dure un an, ça veut dire 41 $ par mois, 10 $ par semaine. Vous voulez qu'il fasse quoi avec 10 $ de plus par semaine alors que le coût de l'épicerie augmente? On sait qu'on est dans une situation sans précédent et on est en train d'agir pour maintenant, pour les mois à venir. Évidemment, si cette situation se poursuit pendant encore 6 mois, pendant encore un an, il va falloir qu'on prenne d'autres mesures, qu'on ait d'autres réflexions sur comment on va appuyer les aînés, les jeunes, les entreprises, les travailleurs. L'aide qu'on amène maintenant, c'est de l'aide pour le court terme, pour la situation d'urgence dans laquelle on se trouve. Mais comme vous avez vu, au fur et à mesure qu'on avance, on va toujours ajuster le tir tant que nécessaire pour s'assurer que les gens reçoivent l'aide dont ils ont besoin. One of the things we've seen in this unprecedented situation is we need to remain flexible and support people with what they need when they need it. Obviously, if this continues for another 6 months, for another year, we will have to continue to make adjustments and extend many programs. But right now, what we're looking at is the short-term support that is needed to get Canadians through this so that we can come out the other side and restart the economy soon. And we won't need to look at what we might need to do in 6 months if we're still, heaven forbid, all locked down still. We want to get through this. We want to get through this quickly, but we know we need to support people right now as we get through this, and that's what this extra help for seniors will help with. Prime Minister Janet Silver, Global News. Chinese Canadians, including human rights advocate Anastasia Lin, say community members are under pressure from the Chinese government for their influence networks around the world like United Front. They fear for family members back in China if they speak out, and they also say that they don't have any support here in Ottawa. And I'm just wondering what your government is doing to expose and stop the influence of the United Front here in Canada. The Canadian government has
always highlighted concerns around human rights and respect for basic human democracies and liberties with every country that we engage with around the world, including China. At the same time, we are strong supporters and defenders of the right to free speech, the right to protest, the right to express themselves here in Canada and elsewhere around the world. We will continue to defend human rights while at the same time looking to protect Canadians everywhere around the world. And this is something we'll continue to do. Nous avions toujours été très clairs dans notre défense des droits humains, dans notre défense de droit de liberté d'expression, de liberté de se rassembler, de manifester. Nous allons toujours défendre les droits des Canadiens et des autres de pouvoir faire ça. Nous avons souligné à maintes reprises notre défense des droits de l'homme au gouvernement chinois comme à des gouvernements à travers le monde. The agreement to shut down the Canada-US border for essential workers only, allowing only them through, expires next week. A number of provinces like BC and Ontario have said that they don't want that border to reopen. Is there a time period as to how much longer we expect that to be closed, and what's going to be done for the tourism sector that relies so heavily on visitors from the south? We have every step of the way taken the necessary measures to keep Canadians safe. That has been our priority, and because that has meant negative economic impacts for many sectors across the country, we have moved forward with supports for workers across the country. But our priority needs to be keeping Canadians safe. And that is the spirit in which we have engaged in constant and constructive dialogue with the Americans to talk about shared interests, including the border. And I have no doubt we will have more to say in the coming days on how we continue to move forward in a way that keeps Canadians safe. Good morning, Prime Minister. Olivia Stefanovich, CBC News. What does Canada need to see on both sides of the border before you consent to allowing non-essential travel? I think we all are focused right now on ensuring a flattening of the curve, decreasing of the cases of COVID-19 so that we can restart certain sectors of the economy. That must be done gradually. It must be done with tremendous vigilance. And we need to make sure that we have the mechanisms and the materials in place to deal with any further spreads or spikes in COVID-19. Preventing transmission from outside of Canada into Canada once we have controlled the spread within Canada will be an essential part of ensuring that we don't fall back into a second wave that could be as serious as this wave we're going through, or even more so. So we're going to be very, very careful about reopening any international travel, including the United States, before we feel that it is time. Okay. Nous savons que le but, ce que nous vivons maintenant, c'est de protéger les Canadiens en arrêtant que la COVID-19 se répande de plus en plus à l'intérieur du Canada. Nous devons donc contrôler la transmission entre Canadiens et assurer qu'au Canada, on réduise massivement les cas. À partir de ce moment-là, on va être vulnérable à l'arrivée de cas de l'extérieur du Canada et c'est pour ça que nous allons devoir être extrêmement vigilants et être extrêmement attentifs sur comment nous allons assurer que la COVID ne rentre pas au Canada pour créer une deuxième vague semblable ou pire à ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et donc, nous allons être extrêmement attentifs et extrêmement posés dans nos gestes par rapport à la réouverture de déplacements internationaux. 4 elected Wet'suwet'en chiefs are calling for the resignation of Crown Indigenous Relations Minister Carolyn Bennett because they say she failed to properly consult with elected leadership over a memorandum of understanding with hereditary chiefs, which they are calling your government to reject. What is your response to these calls from elected leadership, and will the virtual signing scheduled for May 14th of this memorandum of understanding still go ahead? I want to begin by thanking Minister Bennett for the extraordinary work that she has done over the past months and continues to do on a very difficult issue that has gone on for decades now.
The challenges facing the Wet'suwet'en are significant in terms of how they engage and how they work with the federal government, and we will always be there with a partner, to listen, to work with them, and to continue moving forward on the path to reconciliation and partnership. Je veux d'abord remercier la ministre Bennett pour son leadership, pour l'approche qu'elle a eue pour régler, pour travailler avec le Wet'suwet'en sur ces enjeux extrêmement difficiles qui sont présents depuis des décennies. Nous allons, en tant que gouvernement fédéral, toujours être là pour travailler avec la communauté, pour essayer de les accompagner, de les aider dans les défis auxquels ils font face. Nous savons que la piste de la réconciliation doit passer par le respect, le partenariat, et c'est ce que nous démontrons toujours. Good morning, Prime Minister. Mackenzie Gray from CTV. On the Big Business Program for lending, yesterday you said that the federal government will be the lender of last resort to these companies who come to the federal government and ask for money. So that means that banks, private investors, pension funds, they will have presumably said no to these companies. We don't want to invest in you. Do you think that the federal government is taking on too much risk if the market has said no to these big companies already? I think there are big companies in Canada who employ thousands upon thousands of Canadians for whom the concern that private lenders might have of whether or not it is profitable is not the only issue that a government needs to look at. We know that if significant numbers of Canadians lose their jobs for good because of COVID-19, if big employers go under purely because of COVID-19, because they didn't have the liquidity to make it through this, then our economy not only will be worse off, but we'll have even more trouble getting back to normal and coming roaring back. That is why the government has put forward this large employer emergency financing facility to make sure that those companies that if they were to go under because of COVID-19, and impact on the livelihoods of thousands of Canadians for whom it would not be their fault, our government needs to be there. Okay. Nous reconnaissons qu'il y a des grandes compagnies qui emploient des milliers de personnes qui laisserait un impact néfaste et long terme sur notre économie s'ils échouaient à cause de la COVID-19. En tant que gouvernement, nous devons d'être là pour les travailleurs, pour s'assurer que non seulement notre économie tient bon à travers de la COVID-19, mais revient en force après. Et pour ça, nous allons être là pour offrir de la liquidité aux compagnies qui n'arrivent pas à en trouver sur les marchés privés, parce qu'on sait que l'impact sur l'économie canadienne et la vie des travailleurs est trop importante pour les laisser échouer. You mentioned in an earlier answer that you expect that these companies need to be transparent with the federal government in terms of the tax evasion and other things that they've done. Will you commit that the federal government will be transparent about the program itself and make both the terms of the deal and the amount of money that are given to these companies completely public so Canadians can evaluate the deals that your government has done? Every step of the way, we have been open and transparent about the aid we've put forward during this unprecedented time, and we will continue to share with Canadians the information on what we are doing to make sure that Canadians are kept safe and that our economy is able to come roaring back afterwards. Merci beaucoup tout le monde. Hello once again, I'm Peter Van Dusen. We've been listening to the Prime Minister in his daily address to Canadians, focused